Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pause gagnante, ce rendez-vous d'information et de veille que nous organisons chaque mois. Toujours le même format, vous en avez l'habitude, 20 minutes de présentation suivi d'un temps de réponse à toutes vos questions. Pour parler du plan épargne retraite, je suis entourée aujourd'hui de Marie-Christine Alves, responsable de notre pôle patrimoine. Bonjour. Et aussi de Clémence Claudel, conseillère en gestion de patrimoine. Bonjour. Comme d'habitude, une petite précision technique avant de commencer. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation en les écrivant dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Nous y répondrons à la fin du webinaire, après l'intervention de nos animatrices. Cette fois encore, nous avons voulu aborder un thème qui colle à l'actualité et qui puisse intéresser le plus grand nombre, la préparation de la retraite au travers du PER. En effet, en 2023, il a fallu gérer les conséquences de l'inflation sur notre pouvoir d'achat dans un contexte particulier, celui du vote définitif de la réforme des retraites, avec l'allongement de la durée de cotisation. Cela soulève l'urgence de préparer au mieux notre départ en retraite. Effectivement, Laetitia, et avant de démarrer ce webinaire, je vous propose de vous donner quelques chiffres. Si on regarde par type d'activité, un fonctionnaire aura une retraite qui tournera autour de 65% de son dernier revenu, là où un salarié sera environ 50% et un travailleur non salarié, ou un TNS, plutôt autour de 40%. À ce jour, la France compte déjà 17 millions de retraités qui touchent une pension moyenne de 1 531 € brut par mois. Il devient donc incontournable de trouver des sources de revenus complémentaires pour compenser cette baisse de revenus. L'épargne retraite en est une, que les Français plébiscitent largement, puisqu'elle est favorisée par des incitations fiscales. 10 millions de PER ont déjà été ouverts depuis la loi Pacte de 2019 pour un encours global de l'ordre de 100 milliards d'euros. Pour compléter, il faut bien comprendre que les plans d'épargne retraite sont des produits d'épargne de long terme qui permettent de se constituer un capital ou une rente, qui sera du coup disponible uniquement à l'âge de la retraite. Ils peuvent prendre deux formes. On a d'un côté les plans que l'on dit collectifs, le plan d'épargne retraite collectif dit PERCO, et le plan d'épargne retraite entreprise dit PER-E. Ils sont mis en place par l'employeur pour ses salariés au sein de l'entreprise. Et on a de l'autre côté les plans dits individuels, le PER individuel, le PERP, le Madelin, on en a d'autres. Il s'agit ici d'une épargne personnelle que l'on se constitue soi-même. Pour ce webinaire, on se concentrera uniquement sur l'épargne individuelle. Maintenant que les contours sont posés, entrons dans le vif du sujet. Clémence, peux-tu nous dire en quoi consiste le plan épargne retraite ? Alors, le plan épargne retraite tel qu'on le connaît aujourd'hui, il résulte de la loi Pacte. Son objectif principal, c'était d'harmoniser et de simplifier l'épargne retraite pour la rendre plus accessible et plus lisible. Ainsi, le PER actuel a mis fin aux anciens PERP, Corem, Préfonds, Madelin Retraite, qu'il n'est plus possible de souscrire aujourd'hui. Bien entendu, ceux qui avaient été souscrits avant la loi Pacte de 2019 restent encore actifs si vous souhaitez les conserver. Le principal frein sur ces anciens contrats qui avaient été avancés par les souscripteurs était l'absence de disponibilité du capital au terme du contrat, qui se clôturait du coup nécessairement par une rente. Alors ces anciens contrats justement, dois-je les conserver, continuer à les alimenter? Que puis-je faire des capitaux? En fait, il n'y a pas de réponse unanime à ce sujet, chaque contrat et chaque situation étant particulière. Quelques éléments peuvent toutefois déjà vous amener à réflexion. Par exemple, est-ce que votre contrat actuel bénéficie de conditions particulières qui puissent encore être intéressantes ? Certains anciens contrats disposaient en effet, pour le calcul de la rente, de tables de mortalité qui étaient garanties à la souscription et qui étaient donc particulièrement avantageuses par rapport aux tables actuelles. Il peut donc être intéressant de les conserver. Autre question que l'on peut se poser, c'est quel est le capital qui figure actuellement sur mon contrat ? En effet, les anciens contrats ne peuvent normalement être perçus que sous forme de rente. Or, l'assureur a la possibilité de rembourser sous forme de capital à partir du moment où la rente serait inférieure à 110 € par mois. Autre question que l'on peut se poser également, c'est quand est-ce qu'a été souscrit mon contrat ? Sur les anciens contrats, en effet, des conditions générales spécifiques pouvaient prévoir des pénalités en cas de transfert de ces contrats. Et le taux minimum légal qui était fixé était de 5% si le contrat était transféré dans les 10 premières années du contrat. Il est peut-être opportun du coup d'attendre un petit peu avant de transférer son contrat pour éviter de payer ses frais. On peut vous aider bien sûr à analyser vos contrats et vous orienter quant à la gestion de ceux-ci. N'hésitez pas à revenir vers nous. Tu viens d'évoquer le transfert à l'instant.
Alors justement, si mon contrat n'est pas particulièrement intéressant par rapport à ce que nous avons vu juste avant, est-il encore possible d'agir ? Effectivement, c'est le principe des nouveaux PER en fait, ils sont là pour ça. Vous pouvez certes ouvrir un PER en souscrivant un nouveau, si vous n'en avez jamais mis en place, mais vous pouvez également utiliser vos anciens contrats pour les transférer vers un nouveau dispositif. Le PER est une épargne que vous vous constituez pour vous-même, on l'a dit tout à l'heure, et que vous pourrez récupérer à l'âge de la retraite, à l'âge légal de la retraite, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente viagère, soit on peut faire aussi un mix des deux. Et nous sommes bien devant une épargne qui n'est pas disponible, sauf cas exceptionnel prévu par la loi. Qu'entendez-vous par âge légal de la retraite ? Alors Laetitia, on peut récupérer le contrat le jour où on liquide notre pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Ou, deuxième option, quand on atteint l'âge légal de la retraite, soit aujourd'hui à 64 ans. Le contrat, il peut bien sûr continuer au-delà de cette date, notamment si on fait un cumul emploi-retraite ou si vous n'avez pas un besoin immédiat de récupérer le capital. Il existe quelques exceptions à cela. Vous pouvez en effet disposer du capital avant l'âge légal de la retraite si vous êtes dans l'un des 5 cas que moi j'appelle les cas coup dur suivants. Les 5 cas sont les suivants, donc si vous ou l'un de vos enfants ou bien votre conjoint devenez invalide de 2e ou de 3e catégorie au titre de la sécurité sociale. Deuxième cas, si votre conjoint décède. Troisième hypothèse, si vos droits au chômage expirent à la suite d'une perte involontaire de votre emploi, ou bien si vous êtes en situation de surendettement, et également, dernier cas, si vous cessez votre activité non salariée à la suite d'une liquidation judiciaire. Il existe également un dernier cas de déblocage anticipé qui est l'acquisition de la résidence principale. Toutefois, même si cette possibilité est offerte, il ne faut pas nécessairement se constituer une épargne uniquement à cette fin-là. Et nous y reviendrons un petit peu plus tard. Alors concrètement, est-ce que tout le monde peut ouvrir un PER ? Alors en principe, le PER il s'adresse à toute personne qui veut se constituer un complément de revenu pour la retraite. À noter, depuis la loi de finances pour 2024, il n'est plus possible d'ouvrir un PER pour un mineur. Donc le PER permet avant tout de bénéficier d'une défiscalisation sur ses revenus. Si vous n'avez pas de revenus imposables, autant partir sur une épargne traditionnelle qui serait du coup disponible à tout moment. Donc si on revient à notre PER, plus la tranche fiscale est élevée, plus le PER est intéressant puisqu'il permet de réduire votre base imposable à l'impôt sur le revenu. Par exemple, pour 1 000 € placés, j'économise 110 € d'impôt si je suis taxé à 11%. 300 € d'économie si je suis taxé à 30%. 410 € si je suis taxé à 41%, et donc vous avez compris la mécanique, si je suis taxé à 45%, ça nous fait 450 € d'économie d'impôt. Donc vous voyez là l'intérêt fiscal concret du PER. Encore une question, est-ce que je suis libre de verser le montant que je souhaite dans mon PER pour ne plus payer d'impôts ? Bien sûr que non. Le montant maximum à verser va dépendre également de votre activité, de votre situation familiale et des versements antérieurs que vous avez pu effectuer sur votre épargne retraite. La première chose à faire lorsqu'on souhaite investir dans un PER est de partir de sa déclaration d'impôt. Vous avez déjà dû tous voir ces quelques lignes figurant à la fin de votre déclaration d'impôt comme illustré à l'écran, qui reprend en fait les plafonds d'épargne retraite sur votre déclaration. Comment sont calculés ces montants ? En fait, pour le déclarant 1, pour le déclarant 1 qui détient 60 000 € de revenus, il a le droit de déduire 10% de son revenu d'activité net imposable après la déduction du forfait de 10% ou des frais réels. Donc on tomberait à peu près à 6 000 €. Toutefois, si le revenu est inférieur à 46 368 €, pourquoi ce montant ? C'est le montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2024. Comme on peut le voir ici à l'écran pour le déclarant numéro 2, ce déclarant en fait aura la possibilité donc, de déduire 10% de ce plafond annuel de la sécurité sociale, donc 4 636 €. Donc là, on a plus évoqué la partie, on va dire, salariée. Concernant les TNS, le PER permet de bénéficier d'un complément de déduction et permet en fait au TNS de continuer à bénéficier donc de la loi Madelin retraite et de plafonds de retraite qui vont être spécifiques. Ce plan d'épargne donc permet de bénéficier d'un plafond plus important qu'un salarié et de déduire les versements, cette fois-ci non plus du revenu
que l'on voit sur la déclaration d'impôt, mais de son revenu catégoriel, donc le bénéfice agricole, le bénéfice industriel et commercial ou le bénéfice non commercial. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui a 60 000 € de revenus nets catégoriels. Il pourra déduire d'une part 10% de ses revenus imposables, que l'on voit, on arrive donc à 6 000 €, et en complément, en tant que travailleur non salarié, il pourra déduire 15% de la différence entre son revenu et un plafond annuel de la sécurité sociale, soit, dans notre exemple, 2 044 €. Au total, cela représente une déduction pour un travailleur non salarié qui peut aller jusqu'à 8 044 €, là où un salarié, avec des revenus équivalents, aurait été limité à 6 000 €. Tout ceci, en fait, est également plafonné à la hausse, c'est-à-dire que la limite globale va être de 8 plafonds annuels de la sécurité sociale. Ensuite, il existe un avantage complémentaire pour les contrats en retraite agricole, puisque contrairement aux autres TNS, les sommes déduites du bénéfice imposable ne seront pas réintégrées à l'assiette des cotisations sociales. Certes, tout cela semble peut-être un petit peu technique pour vous, mais mes collègues conseillers et moi-même restons à votre service pour réaliser des calculs personnalisés à votre compte. Et du coup, pour compléter, il est possible dans certaines situations d'optimiser le versement sur votre PER en mutualisant les plafonds non utilisés du conjoint, mais aussi les plafonds non utilisés des 3 exercices précédents. Donc, dans notre exemple, si vous souhaitez ouvrir un contrat à votre conjoint car ses revenus sont faibles, vous pourriez déduire plus de 40 000 €. On voit bien qu'ici, le déclarant 1, il a un plafond de 24 000 €, le déclarant 2, un plafond de 16 000 €, ce qui nous fait une déduction possible sur une année en un versement de plus de 40 000 €. Ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut conseiller, mais cela montre les possibilités offertes par le PER en termes de déduction. Exactement, Clémence. Donc, tu as évoqué les déductions à l'entrée du contrat. Et maintenant, en fait, il faut aussi se focaliser sur ce qui va se passer à terme. Si on se concentre maintenant sur la sortie de ces sommes, les montants seront quant à eux fiscalisés, que la sortie se fasse sous forme de capital ou sous forme de rente. Pour les sorties en rente, elles seront taxées comme une pension de retraite traditionnelle, après l'abattement de 10%, et elles seront soumises au barème progressif de l'impôt. Pour une sortie en capital, il va falloir dissocier. D'une part, on aura les intérêts qui auront été produits par l'épargne et qui seront quant à eux taxés donc, au prélèvement forfaitaire unique, et le capital que vous aurez versé sur le contrat qui sera, lui, à réintégrer dans vos revenus et donc sera imposable à votre tranche marginale d'imposition. Dans cette hypothèse de sortie en capital, il est plus intéressant du coup de le faire en plusieurs fois afin de ne pas basculer dans les tranches fiscales trop importantes et de faire perdre tout l'intérêt du PER. Alors si je comprends bien, on a le choix entre une sortie en rente ou en capital. Que préconisez-vous? Alors c'est une très bonne question qui nous est souvent posée. Malheureusement, on risque de vous décevoir, chaque cas est différent. Ça va dépendre de plusieurs critères, notamment de l'âge de sortie sur le contrat, de la destination des fonds, de la situation familiale, de la situation financière. On peut simplement vous dire que le choix, il se fera au moment de la sortie du PER en fonction de votre contexte personnel. Pour compléter ce que tu dis, Clémence, en cas de sortie anticipée, je vous rappelle, c'est les fameux cas exceptionnels qu'on a évoqués plus en amont, il n'y a qu'une seule option possible, c'est que les fonds seront obligatoirement versés sous forme de capital. S'il s'agit donc des 5 cas coup dur que j'ai évoqués plus haut, l'avantage c'est que les fonds seront intégralement exonérés d'impôts. D'accord ? L'État vous favorise en fait dans ces situations-là. À l'inverse, et donc pour la résidence principale, on ne va pas du tout être dans la même situation, puisque lorsque vous sortez les fonds pour l'acquisition de votre résidence principale, l'intégralité de la somme que vous allez retirer sera imposable et sera à réintégrer à vos revenus. Donc cette solution doit donc être extrêmement bien mesurée avant de retirer en fait des fonds pour cette condition-là. Oui, donc on est effectivement dans un cas différent pour la résidence principale. Exactement. Merci de nous alerter sur ce point de vigilance. Au final, si les fonds sortis sont fiscalisés, quel est l'intérêt d'investir dans un PER? Alors, d'une part, ça reste un support de placement. Si on prend l'exemple concret d'un chef d'entreprise qui a, lui, une tranche marginale d'imposition à 30%. S'il place 300 € par mois pendant 30 ans, ça lui fait un capital versé au total de 108 000 € sur les 30 ans. Cette épargne serait placée à 2% dans notre exemple, donc à terme, au bout des 30 ans, il aurait un capital disponible de 146 000 €.
Le gain fiscal sur 30 ans, il sera de 108 000 euros fois nos 30% d'économie d'impôt, sa tranche marginale, donc 32 400 euros de gain fiscal. L'investissement réel, donc impôt déduit sur 30 ans, il est de 108 000 euros moins les 32 400, donc 75 600 euros d'investissement réel qu'il a mis de sa poche. Donc l'enrichissement dans ce cas-là, au terme de l'exemple, au bout des 30 ans, on est à 146 000 euros de montant final sur le PER, moins l'investissement réel qu'il a mis de sa poche, donc 75 600 euros, ce qui nous fait un enrichissement total de 70 400 euros. Donc ça reste quand même un placement assez intéressant en fonction des supports qu'on peut avoir sur le PER. On voit donc l'intérêt de cette épargne qui permet de s'enrichir sur le long terme grâce au levier de l'impôt. D'autre part, on ne l'a pas encore évoqué, mais il peut être également un outil patrimonial de transmission. Effectivement, en matière de transmission, nous rencontrons majoritairement des PER dont les modalités de transmission s'apparentent à celles de l'assurance vie. Le PER bénéficie d'avantages en cas de transmission par décès et peut être intégré dans une stratégie patrimoniale plus globale. En cas de décès, en phase de constitution ou en phase de retrait, les bénéficiaires qui seront désignés au contrat pourront récupérer le capital dans des conditions fiscales successorales très avantageuses. Si le décès du souscripteur intervient avant l'âge de 70 ans, chaque bénéficiaire qui l'aura désigné au contrat pourra être exonéré de droits de succession sur le capital jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Si le décès intervient après les 70 ans, il existe encore un abattement qui, lui, un petit peu plus faible, mais il existe quand même, qui est de 30 500 euros et qui sera à partager entre l'ensemble des héritiers. Petit rappel toutefois, si le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire de Pacs, il est quant à lui exonéré en intégralité de tout droit à payer. Donc si je résume, dans une stratégie patrimoniale plus globale, il est pertinent d'être accompagné par un de nos conseillers pour aborder le choix de votre bénéficiaire et la rédaction de la clause. Il y a plusieurs cas, il faut effectivement avoir une vue d'ensemble. Tout à fait. Et pour terminer sur une note un petit peu plus positive, je vous rappelle que dans le cadre de la lutte contre les contrats en déshérence, vous pourrez aujourd'hui retrouver les contrats que vous avez pu ouvrir vous-même ou que votre employeur aurait pu mettre en place pour vous si vous êtes ou vous avez été salarié, dans votre espace en ligne sur un site dédié, le site Info Retraite, dans l'onglet Mon épargne retraite. Exactement. Donc, si je dois résumer, le PER est un excellent outil de constitution d'épargne en prévision de la retraite, mais c'est également un très bon outil de défiscalisation. Toutefois, il doit être bien intégré dans une démarche patrimoniale globale et à long terme. Il est de plus indispensable d'avoir un regard neutre complémentaire au moment de la souscription, car tous les contrats ne se valent pas. Très bien, merci à toutes les deux pour cette présentation très complète. Sachez que nos conseillers en gestion de patrimoine sont disponibles pour réaliser des simulations de vos revenus à la retraite. Nous vous accompagnons dans la recherche de performance de vos différents placements, bien entendu, en tenant compte de la fiscalité et surtout, j'insiste, en toute neutralité. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons maintenant passer à la phase de questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Pouvez-vous répéter un petit peu les éléments particuliers concernant le régime agricole? En fait, normalement, quand on souscrit un contrat retraite Madelin, il y a un retraitement qui est fait, on va dire, au niveau comptable, qui permet en fait qui doit en fait réintégrer l'avantage du Madelin et générer du coup des cotisations sociales. Là, dans le cadre du Madelin agricole, cela ne se produit pas. Vous avez donc un bénéfice complémentaire, c'est-à-dire que ça ne génère pas en fait de cotisations sociales supplémentaires. On peut dire que c'est déductible des impôts et des cotisations sociales, du coup, le versement qui se fait sur un PER. Double impact, ouais. Ok. L'enrichissement qui est indiqué dans nos exemples, tient-il compte de l'évolution du coût de la vie? Non, on a voulu faire un exemple qui était assez simple, assez basique. C'est de la même manière, c'est la raison pour laquelle on a évoqué également un rendement qui est autour de 2%. Donc ça permet aussi de tenir compte, entre guillemets, de cette évolution du coût de la vie et de tenir compte du rendement potentiel faible qu'on a voulu mettre en place. Merci. Est-ce qu'il y a des obligations de versement sur le PER ?
Alors, c'est un des avantages du nouveau PER tel qu'on le connaît depuis la loi Pacte, c'est qu'on n'a pas d'obligation de versement régulier, en tout cas sur les plans d'épargne retraite. On a pu l'avoir avant sur les Madelins, par exemple, où peu importe ce qui se passait, on était obligé de verser tous les ans une somme qui était définie à l'entrée du contrat. Sur les nouveaux PER, on n'a plus cette obligation-là, ce qui peut du coup être avantageux dans certains cas. Quand on anticipe une hausse de revenus, on peut très bien une année ponctuellement faire un versement. Et si l'année d'après, malheureusement ou pas, les revenus ont un petit peu baissé, on n'est pas obligé de refaire ce même versement. On peut avoir quelque chose qui est très ponctuel. Donc en fait, vous êtes complètement libre de gérer en fait, le versement sur votre PER. Ça peut être des versements périodiques, vous pouvez les mettre en place, les suspendre, les augmenter, refaire un versement ponctuel en fin d'année parce que votre revenu est plus important que celui que vous escomptiez. Donc l'avantage du PER, c'est cette liberté, cette souplesse. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à consulter votre assureur, votre banquier pour qu'il vous présente en fait les modalités qui leur sont propres, puisque là, on va être plus sur les conditions générales propres de chaque établissement en fait. Si certains connaissent le fonctionnement de l'assurance vie, le PER dans son fonctionnement direct, il s'en rapproche quand même beaucoup. Exactement. À la sortie en capital, peut-on échelonner pour éviter les tranches supérieures de l'impôt sur le revenu? Alors Marie-Christine, il me semble que tu en as parlé. Exactement. Il est possible, oui, justement, alors en fonction des conditions générales de chaque contrat, parce que c'est pareil, on voit un peu de tout, certaines compagnies limitent le nombre d'années sur lequel on peut échelonner la sortie en capital, mais oui, c'est possible. Mettons, on a 50 000 € sur un PER à la sortie, on n'est pas obligé de reprendre les 50 000 € d'un coup, on peut très bien imaginer d'étaler sur 5 ans, 10 000 € par an, pour éviter justement peut-être de passer dans une tranche supérieure et d'avoir la réintégration qui se fait sur des tranches élevées. Et l'argent qui resterait en fait sur le contrat continue à être rémunéré sur les fonds que vous avez pu investir, donc c'est pas perdu, le contrat n'est pas arrêté en tant que tel en fait. Ouais. Et c'est même plutôt un conseil à donner et à adapter justement en fonction de l'évolution de votre situation personnelle. Ouais. Ça fait partie des choses à regarder quand on souscrit le PER. Exactement. La condition de sortie, c'est assez important. Exactement. Il existe des contrats en fait, qui vous obligent à sortir par exemple en 10 fois. Donc vous n'aurez pas le choix en fait, de la typologie de sortie. Donc l'analyse du contrat en amont est quand même malgré tout très important. En sachant que c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus évoqué dans le webinaire, mais vous avez, c'est pas parce que vous souscrivez un contrat dans un établissement que vous êtes lié ad vitam aeternam à cet établissement. Vous avez le droit en fait de transférer votre contrat à n'importe quel moment. La seule chose qu'il faut respecter, c'est que si vous ne voulez pas avoir de pénalités qui sont prévues par la loi, en fait, on a une pénalité de transfert qui est prévue par la loi, qui est de 1% maximum, fixée donc par la loi, et dans les 5 premières années du contrat. À partir du moment où votre contrat a atteint 5 ans, vous pouvez transférer librement, sans frais, dans n'importe quel autre établissement. Si sorti en capital, comment est-ce imposé, hors besoin pour la résidence principale? Alors oui, c'est vrai qu'on l'a évoqué peut-être assez rapidement. Si on sort pour la retraite, en fait, au terme du contrat, les sommes sont réintégrées à votre impôt sur le revenu l'année où vous récupérez les sommes. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que ça peut être intéressant d'étaler dans le temps la sortie. Donc c'est à votre tranche marginale d'imposition au moment où vous décidez de sortir les sommes. Donc ça, c'est sur le capital versé, s'il a été déduit, bien sûr. Sur les intérêts, tu l'as aussi évoqué, Marie-Christine, on a le taux de 30%, la flat tax qu'on connaît qui s'applique sur les intérêts. Combien de temps faut-il garder la résidence principale après avoir acheté le bien justement avec le PER? Alors, sauf erreur, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un timing spécifique. Il faut juste que ce soit votre résidence principale et que vous puissiez prouver en fait, que c'est votre résidence principale à l'acquisition. Est-il plus avantageux de verser sur un PER ou sur un PERCO? Rapidement abordé justement au début du webinaire. Après là, ça va dépendre de votre situation puisque tout le monde n'est pas éligible au PER et au PERCO. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Le PER, on est bien sur une épargne individuelle que vous faites vous-même. Le PERCO, il y a un aspect entreprise. Donc la situation, le choix entre les deux, je pense qu'il est un petit peu plus précis et il est à faire individuellement en fonction de votre situation. Il n'y a pas de réponse forcément toute faite. Peut-on souscrire plusieurs PER ? Effectivement, on a le droit de souscrire autant de PER qu'on le souhaite. Après, il faut voir quelle est l'opportunité
de souscrire plusieurs PER. Ça peut se justifier dans certaines situations, mais c'est pas une obligation particulière. Donc vous êtes libre de faire autant de PER que vous le voulez, et puis ça peut être également dans une optique patrimoniale, avoir un intérêt patrimonial. Vous pouvez très bien souscrire pour une même personne un PER qui serait déductible au niveau de votre bénéfice catégoriel, ce qu'on avait évoqué avec le dispositif Madelin Retraite, et le compléter par un PER traditionnel qui viendrait compléter en fait l'avantage fiscal. Il n'y a rien qui est figé, en fait, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Et vous pouvez également les regrouper, c'est-à-dire que vous avez souscrit 2 ou 3 PER parce que voilà, c'était les opportunités qui se sont mises en place. Et finalement, en fait, vous n'en voulez plus qu'un, vous avez trouvé le PER qui vous serait intéressant pour votre retraite, vous pouvez réintégrer et procéder au transfert des 2 contrats que vous aviez par ailleurs sur un nouveau contrat. Ça pose aucun problème. Merci. Quels sont les meilleurs établissements qui proposent des PER compétitifs? Alors, vous comprendrez que dans notre, justement, devoir de neutralité, effectivement, nous n'allons pas y répondre directement. Je pense que ça a été dit un petit peu au courant de la présentation. L'idée, c'est pas forcément de se focaliser sur un établissement, mais sur un contrat et de les comparer en fonction, effectivement, des clauses, de ce qui est précisé. Et je pense que la vérité n'est pas unique liée à un établissement, mais vraiment sur les contrats que vous pouvez proposer et sur lesquels on peut ajouter apporter un regard d'expert. Ouais, les supports ne sont pas les mêmes en fonction des différents contrats et ça dépend aussi de votre profil investisseur. Alors ça, vous le définissez aussi avec votre assureur. La vérité pour un n'est pas vraie pour le voisin, par exemple. On peut avoir des profils prudents, on peut avoir des profils dynamiques et du coup, si on met la même chose sur des PER équivalents, ça ne correspondra pas forcément pour chacun. Et puis après, c'est aussi les possibilités de sortie qui ne sont pas forcément les mêmes sur chacun des contrats. Donc c'est vraiment une analyse qui va être une analyse très globale de votre besoin et voilà, une analyse personnalisée de votre besoin et du contrat en lui-même. Donc il n'y a pas que... on ne peut pas déterminer un établissement en tant que tel. Je vous remercie déjà pour votre attention tout au long de cette présentation. N'hésitez pas à nous solliciter pour préparer votre retraite, pour bien la préparer. Merci Clémence, merci Marie-Christine pour votre expertise. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Alors non pas pour un webinaire cette fois-ci, mais pour notre journée du numérique, un format innovant qui aura lieu le jeudi 23 mai à Villers-lès-Nancy. Nous démarrerons cette journée à 10 h avec notre assemblée générale annuelle réservée à nos adhérents à partir de 11h30, place au spectacle, ouvert à tous, avec une conférence interactive de Samuel Gollet, expert en nouvelles technologies. Et il sera accompagné, je vous le dis en avant-première, de son sympathique robot Pepper. Après le déjeuner, des ateliers vous seront proposés sur les thèmes de la facture électronique, des tableaux de bord ou encore de la cybersécurité. Des experts de Serre France Connect seront également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur votre espace client, sur nos outils tels que le devis facturier, notre outil de caisse en ligne par exemple. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez tester vous-même différents outils d'intelligence artificielle avec notre conférencier Samuel Gollet pour voir comment, avec des outils simples, l'intelligence artificielle peut vous aider à gagner du temps dans votre entreprise. Toutes les infos sont bien sûr disponibles sur notre site internet. Au plaisir d'échanger avec vous le 23 mai. Encore merci à tous et à bientôt.